Dans cette vidéo, nous vous expliquerons comment l'Orient était perçu au XVIIIe siècle, quel était le point de vue des personnes et comment ils imaginaient l'Orient sans y être allés. Par la même occasion, nous vous expliquerons ce qu'est l'orientalisme et comment l'Orient était perçu à cette époque. La question qu'on se pose est comment représente-t-on l'Orient en Europe? Notre vidéo comportera 4 grandes parties. Tout d'abord, l'orientalisme est un mouvement littéraire et artistique né en Europe occidentale au XVIIIe siècle. L'orientalisme consiste à reprendre ce qu'il y a en Orient, exemple les vêtements, les coutumes, les marchandises importées, etc. Cet orientalisme marque l'intérêt et la curiosité des artistes et des écrivains à s'imaginer la manière dont vivent les gens sans connaître vraiment l'Orient et ses pays. Dans les productions artistiques du XVIIIe siècle, l'Orient était qualifié comme un pays riche car les marchandises les plus chères étaient importées de ce pays, par exemple la soie et les épices. Les personnes qui n'y étaient jamais allées en Orient ne pensaient donc pas que les conditions de vie n'étaient pas extraordinaires. Prenons l'exemple des lettres persanes de Montesquieu. Usbek et Rico décident de faire un long voyage en partant d'Ispahan pour rejoindre l'autre bout du monde et découvrir Paris. Ce voyage va durer plusieurs mois et ils vont devoir laisser leur famille pendant un bon bout de temps. Prenons le tableau de Karl von Loo, La Sultane, peint en 1755. On y voit une sultane qui boit du café. Karl von Loo a voulu s'imaginer l'Orient sur ce tableau, une femme bien habillée, accompagnée d'une servante, qu'il a nommée la sultane. Bonsoir, salam alaikum. L'orientalisme entre imaginaire et réalité. L'orientalisme cache une part d'imaginaire. En effet, l'orientalisme exploite l'imaginaire, comme nous pouvons le constater avec l'œuvre Les Lettres persanes, où ici Montesquieu utilise par le biais de son personnage principal l'imaginaire lié à l'Orient. On voit ce dernier envoyer des lettres à ces femmes dont il est fou amoureux concernant le monde merveilleux et illusoire dont il fait voyage. Dans ces lettres, il parle de danse, de parfums aux multiples odeurs, ainsi que de chants. On y retrouve aussi les différents lieux et endroits, à la fois touristiques et culturels, tels que Ispahan ou Erveran. Tout ceci nous donne un ressenti très plaisant, et ainsi nous fait imaginer à nous, lecteurs, à quoi ressemble ce monde qu'est l'Europe. Montesquieu va aussi utiliser la religion islamique et les différentes femmes d'Uzbek pour nous montrer que ce monde est à la fois libre et culturel. Néanmoins, nous pouvons aussi nous demander quelle est la plus-value qui est apportée par l'inspiration orientale dans l'œuvre de Montesquieu. La plus-value, selon moi, est le regard extérieur et l'impartialité que les gens ont vis-à-vis des mœurs et des habitudes de la France. De plus, il faut avouer qu'avec le succès des œuvres orientaux, l'orientalisme devient très à la mode au XVIIIe siècle, comme par exemple avec le grand succès des Mille et une nuits. De plus, avec l'inaccessibilité de l'Orient à cette époque, à cause des moyens de transport peu pratiques et surtout de longue durée, ces œuvres ont donc pour rôle de projeter le lecteur dans du jamais vu et ainsi le faire rêver. Pour conclure, l'orientalisme fut un grand effet de mode en Europe occidentale, au XVIIIe siècle, où les récits de voyage faisaient rêver de leur inaccessibilité et de leur monde idéalistique.